Bien, bah écoutez, merci. Ah oui, J'espère que je ne vais pas trop vous décevoir. J'avoue que je suis un petit peu tendu. C'est une situation assez amusante, finalement, au bout de 40 ans d'enseignement, tout d'un coup, de se dire est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose de bien, quoi. C'est vrai que j'ai hésité. D'abord, je ne suis pas vraiment, point de vue historique, un spécialiste de l'Afrique, puisque je suis plutôt un moderniste, spécialiste de la paysannerie au XVIIIe siècle. Vous voyez qu'on est assez loin de l'Afrique, mais en même temps, c'est vrai que professionnellement, on est amené à traiter ces sujets de colonisation, de décolonisation, de manière relativement importante, et c'est un thème que j'ai quand même pas mal travaillé pour mes élèves. Alors, le titre « Regard croisé sur la colonisation en Afrique », je me demande qui a eu l'idée de ce titre. Il paraît que c'est moi. C'est pas moi. Il paraît que c'est moi. Et en fait, quand je me suis mis à préparer ça, j'ai réalisé que je n'avais pas été tout à fait conscient de la difficulté de l'exercice, parce que j'étais plutôt sur une présentation un peu classique de la question de la colonisation, de façon globale d'abord, pas simplement africaine, et même sur le plan de l'Afrique. Et c'était pas vraiment le sujet, c'est pas la colonisation. Alors j'ai pas pu m'empêcher, parce que ça c'est le défaut du prof, il faut toujours qu'il explique tout, le pourquoi, le comment, donc j'ai pas pu m'empêcher de revenir quand même sur un certain nombre de choses. Mon autre crainte, c'est d'être beaucoup trop long, parce que voilà, j'ai un peu ce défaut. Alors je vais essayer de sauter sans doute un certain nombre de choses que j'avais prévues au départ. Alors, pour introduire un peu le sujet, bon, c'est pas très original. L'aventure coloniale de l'Europe, elle a commencé en fait, enfin, on pourrait remonter peut-être sans doute plus loin, mais elle a commencé formellement au XVe, XVIe siècle, avec les grandes découvertes. Et le premier objectif, ça a été, enfin, la première destination, ça a été beaucoup plus l'Amérique que l'Asie et l'Afrique. L'Asie et l'Afrique n'étant finalement que des comptoirs, que des relais dans une aventure qui visait à découvrir cette fameuse route qui allait permettre d'aller aux Indes, et que les Portugais ont très tôt, d'ailleurs, commencé à reconnaître de manière assez scientifique, en explorant les côtes de l'Afrique, pour essayer de trouver ce passage. Alors que Christophe Colomb, lui, est plus un aventurier qui va partir à l'aventure et découvrir finalement les routes plus rapidement. Alors, cette colonisation, cette première colonisation, elle a plus ou moins disparu au XVIIIe et au XIXe siècle. Et finalement, les nations pionnières de la première colonisation ne conservent plus que quelques miettes au XIXe siècle. Et seul le Royaume-Uni reste encore, possède encore un véritable empire colonial. L'Europe a renoué avec l'aventure coloniale plus ou moins au milieu du XIXe siècle, autour des années 1850. Le motif économique n'est pas nécessairement le premier moteur de cette nouvelle colonisation du XIXe siècle. L'intérêt économique a même été remis en cause, en fait, au XIXe siècle. La rentabilité du colonialisme est très contestée, et pour les libéraux, c'est même une entrave au libre-échange. Alors c'est d'ailleurs assez amusant, parce que cette critique du colonialisme d'un point de vue économique, on la retrouvera beaucoup plus tard, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, chez un historien économiste qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Jacques Marseille, qui justement expliquait par ce rejet de l'intérêt économique pourquoi au fond la bourgeoisie libérale avait laissé tomber les colonies dans les années 1950-1960, enfin en tout cas avait laissé filer les choses, puisque ça n'était plus aussi intéressant, ou ce n'était pas aussi intéressant. Le regain d'intérêt pour la colonisation a été en fait au XIXe siècle plutôt moral, psychologique et politique. Du devoir de civiliser, cher à Jules Ferry, au fardeau de l'homme blanc de Kipling, l'exploitation des colonies, les relations entre les Européens et les indigènes se sont transformées, conduisant finalement, dans les années 30, à une remise en cause du colonialisme. Enrichis par les révolutions industrielles, les États européens étendent leur rayonnement et se partagent le monde au moment où la situation économique devient tendue. Et on est frappé par le fait que finalement l'essor des colonies
coïncide grosso modo avec les grandes périodes de dépression. La Grande Dépression des années 1875-1895, en chiffres ronds, qui est vraiment le moment où l'Afrique va être colonisée, et puis les années 30, où on considère qu'il y a une sorte d'apogée de la colonisation. Alors, c'est pas qu'il y ait des colonisations dans les années 30, mais c'est le moment où l'intérêt de la colonisation a pu paraître relativement important, et où la domination a été la plus forte. L'Afrique se trouve être un peu le symbole de cette domination, presque vierge de toute domination, de toute présence européenne au début du XIXe siècle. Le continent est complètement dominé par l'Europe en 1914. D'où ces deux interrogations qui seront un petit peu le fil conducteur. Pourquoi et comment l'Afrique est-elle colonisée par les puissances européennes? Et les échanges entre ces mondes sont-ils source d'une influence réciproque? Alors, le premier point sur lequel je vais passer rapidement, c'est sans doute ce sur quoi il faut que je passe le plus vite, parce que ce n'est pas nécessairement le cœur du sujet, et puis c'est un peu didactique, c'est la question des origines de cette colonisation européenne au XIXe siècle. Pourquoi est-ce qu'elle redémarre à ce moment-là? Quatre points. Le premier, c'est la croissance démographique. Le XIXe siècle, c'est le siècle de la transition démographique en Europe, c'est le siècle de l'explosion démographique de l'Europe. Et incontestablement, il va y avoir à ce moment-là un phénomène migratoire très important. On estime pour toute l'Europe et pour tous les territoires nouveaux à une cinquantaine de millions d'Européens qui auraient migré au XIXe siècle. Pour l'essentiel, ils vont dans les pays anglo-saxons. Mais il y a aussi un mouvement migratoire qui va vers l'Afrique. Le nombre annuel de départs d'Europe, qui est inférieur à 500 000 par an en 1880, atteindra 1,5 million à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc on a vraiment un flux de population important, même si l'Afrique en profite relativement peu, puisque la population africaine passe de 115 à 145 millions d'habitants entre 1870 et 1932, ce qui est une croissance beaucoup plus faible que celle qu'on trouve en Asie ou en Amérique, et qui n'est évidemment pas que le fait de phénomène migratoire, il y a aussi l'accroissement naturel de la population indigène, on y reviendra. Donc incontestablement, il y a une sorte de vitalité démographique de l'Europe qui pousse les Européens à aller voir ailleurs, dans d'autres territoires, pour pouvoir développer leur influence. Le deuxième point, c'est la supériorité scientifique et technique. L'hégémonie scientifique de l'Europe est incontestable au XIXe siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle, et la recherche, l'innovation, l'invention est incontestablement un des moteurs de la colonisation. Toutes les découvertes, que ce soit dans le domaine de la médecine, de la physique, de la chimie, de l'électricité, etc., tout cela accrédite l'idée que la science peut tout, n'a pas de limite. Et cette idée de la supériorité de la science témoigne aux yeux des Européens de leur supériorité quasi biologique. En 1907, un homme politique français, Paul Palvé, écrit « Source de toute connaissance, source de toute puissance, la science est encore pour l'humanité la source véritable d'une moralité qui ne satisfait plus d'illusions. C'est elle qui assurera aux sociétés futures des lois et une organisation juste et rationnelle. » Et donc il y a cette idée que l'Européen détient le savoir et qu'il lui revient d'aller le donner, l'offrir aux autres pays. Et puis également, ces progrès techniques permettent ces nouvelles aventures, ces grandes aventures. Les Européens ont les moyens de se lancer à la conquête de nouvelles terres. Ce sera notamment le résultat des progrès en matière de transport maritime, le développement de la marine à vapeur, la construction du canal de Suez en 1869, qui va ouvrir les voies au commerce, joue un rôle extrêmement important. Paul Leroy-Beaulieu, qui est un économiste tenant des idées libérales, écrit par exemple qui a publié un certain nombre d'ouvrages sur l'intérêt de la colonisation, écrit en 1889 « Le progrès de la navigation maritime est le principal phénomène économique des temps présents ». Donc incontestablement, il y a là un élément qui favorise cet essor. Les grandes compagnies maritimes vont jouer un rôle très important dans la colonisation. Elles vont même
dans un certain nombre de cas, être les moteurs de cette colonisation. Elles vont parfois être à l'initiative d'un certain nombre de mouvements, et ensuite elles demanderont l'appui et le soutien des États auxquels elles appartiennent. Donc de ce point de vue, le commerce joue un rôle important. Et puis il y a aussi les techniques agricoles, la médecine, qui permet aussi de lutter contre les maladies plus ou moins endémiques de ces régions, qui vont jouer un rôle important. Troisième facteur, la puissance économique et financière. Les industriels recherchent des sources d'approvisionnement en matières premières et ils se préoccupent de trouver de nouveaux débouchés. Et donc ils investissent beaucoup, notamment dans ces terres nouvelles qui offrent un certain nombre d'éléments favorables. La crise de 29 la dépression va justifier cet essor. Jules Ferry, par exemple, insiste beaucoup sur l'intérêt économique de la colonisation. Et dans les années 30, le fait d'avoir des colonies va être aussi un moyen de limiter les effets de la crise. Il y a des débouchés naturels, il y a des fournitures de production de matières premières qui permettent aussi aux grands pays colonisateurs de résister un peu mieux que d'autres. Enfin, il y a un certain nombre d'autres facteurs qui sont en fait peut-être les plus importants. D'abord, la supériorité de la civilisation européenne. Les Européens sont convaincus de la supériorité de la race blanche. Ils sont convaincus qu'ils ont une tâche, une mission qui est celle de civiliser les peuples qui sont tenus pour des peuples sauvages. Jules Ferry écrit en 1885, lors d'un débat extrêmement célèbre qui l'oppose à Clemenceau à l'Assemblée nationale, « Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. » Il dira « Les races supérieures ont un droit parce qu'elles ont un devoir, parce qu'elles ont un droit vis-à-vis des races inférieures. » Chamberlain, le Premier ministre britannique, écrit « Nous sommes une race maîtresse, prédestinée par nos qualités, aussi bien que par nos vertus, à nous étendre dans le monde. » Donc il y a cette idée vraiment très forte de la supériorité. On y reviendra dans la dimension, dans le cadre plus spécifique du sujet sur les regards croisés. Cette volonté de civilisation, on la trouve aussi portée par les missions religieuses. Il y a apporter la civilisation, il y a aussi apporter la foi, la vraie foi, la foi chrétienne, aux populations païennes qui sont décrites justement comme des sauvages, parce que cannibales, parce que animistes, parce que porteurs d'un certain nombre de modèles qui ne sont pas considérés comme étant à la hauteur de la civilisation européenne. Ces missions se livrent une concurrence vigoureuse entre catholiques et protestants. La Société des missionnaires évangéliques de Paris est la principale organisation missionnaire du protestantisme français, avec des établissements en Afrique de l'Ouest et à Madagascar. Léopold II, le roi des Belges, obtient du pape en 1885 que le Congo soit réservé aux missionnaires catholiques belges. Donc les églises ont joué un rôle excessivement important aussi dans cette volonté d'expansion. Parmi les autres facteurs, il y a aussi l'expression de la puissance nationale. Les colonies sont présentées comme une source de puissance. La colonisation aboutit à une surenchère de conquête, à l'exaltation de l'orgueil patriotique, au moment où le nationalisme s'impose avec force. Le XIXe siècle, c'est aussi le siècle des nationalités. Et un certain nombre de pays trouvent aussi, dans l'aventure coloniale, un exutoire à leur malheur. C'est le cas de la France. Le fait que la France ait été humiliée en 1871, eh bien, elle va trouver dans l'aventure coloniale une sorte de revanche, ou en tout cas d'impression, de sentiment, et parfois aussi même de réalité, qu'elle retrouve une puissance importante. Toujours le roi Boulieu, dont je parlais tout à l'heure, écrit « La colonisation est pour la France une question de vie ou de mort. Ou la France deviendra une grande puissance africaine, ou elle ne sera dans un siècle ou deux qu'une puissance européenne secondaire. » 1882. Donc on voit bien. Et alors d'ailleurs certains de nos amis, certains de nos voisins sont ravis de cette aventure coloniale. L'Allemagne de Bismarck, dans un premier temps, ne va pas s'intéresser à la colonisation. Il faudra attendre la fin du gouvernement de Bismarck chancelier, pour qu'il commence à se lancer dans cette aventure. Et puis c'est surtout Guillaume II qui le fera plus tard. Et Bismarck, au fond, était très content que la France s'occupe de colonies, parce que pendant qu'elle faisait ça, eh bien, elle ne pensait pas à la revanche. C'est aussi l'origine de l'antagonisme entre Clemenceau et Jules Ferry.
de l'antagonisme entre les républicains opportunistes et les républicains radicaux, mais aussi une partie de la droite qui reproche à Ferry de perdre de l'argent et de perdre son temps dans les conquêtes, alors pas seulement africaines, hein, il y a le Tonkin, il y a l'Indochine, enfin, il y a un certain nombre d'autres choses, et en lui disant que vous feriez mieux d'aller reconquérir l'Alsace et la Lorraine, ce serait plus efficace. Donc on a bien là un débat qui rejoint la question des nationalités. Alors, le résultat, évidemment, c'est que se trouvent transférés dans les territoires coloniaux et en Afrique des rivalités européennes. On colonise pour empêcher les autres de le faire. À Madagascar, Français et Anglais se livrent une course de vitesse. La France établit un protectorat sur la Tunisie pour empêcher l'Italie d'y être présente. On conquiert de nouveaux territoires pour protéger ceux qu'on possède. Il y a toute une logique de continuité. La Tunisie et le Maroc deviennent colonies parce qu'il faut protéger l'Afrique et qu'il faut protéger l'Algérie, pardon, et qu'il faut éviter que d'autres puissances européennes mettent la main sur ces territoires. C'est aussi, il y a la question de la Tunisie avec l'Italie, c'est aussi la question du Maroc avec l'Allemagne, lorsque les Allemands vont vouloir se lancer dans l'aventure coloniale et où, n'ayant plus beaucoup de choses à coloniser, eh bien, ils vont contester la présence française au motif que le Maroc n'est qu'un protectorat et que donc il pourrait y avoir une évolution de la situation dans ce domaine. Et puis il y a le goût de l'exotisme. Les sociétés de géographie se multiplient, les récits de voyage développent le goût de l'évasion, de la curiosité, de la découverte. Une littérature abondante s'emploie à convaincre les opinions publiques du bien fondé de la colonisation, on le verra un peu plus loin. Ce mouvement géographique familiarise aussi les Européens avec les questions coloniales. Il contribue à donner aux expéditions une justification morale, à renforcer l'idéal européen d'universalisme. L'influence des sociétés se prolonge par la faveur du grand public pour la littérature de voyage. Les collections à bon marché se multiplient avec un fort tirage. Alors, cette colonisation, elle est fondamentalement inégalitaire. Bon, j'ai trouvé ce petit dessin amusant de Tintin porté par les Noirs, Tintin au Congo. C'est une illustration de cette inégalité. La supériorité de fait de l'Europe crée une relation inégalitaire, initiale, qu'elle va transformer en inégalité de droit. De ce point de vue, le terme de dépendance semblerait presque plus pertinent que celui de colonisation. Alors, l'inégalité, elle est d'abord politique. Enfin, elle est d'abord, commencer par ce point-là, elle est politique. Mais il y a évidemment une différence selon les statuts des territoires. Si la colonie n'a ni liberté, ni souveraineté, le protectorat bénéficie d'une plus grande reconnaissance. On viendra sur cette typologie entre les différents types de colonies. La colonie ne prend aucune part aux décisions la concernant. Les décisions étant prises dans les capitales des empires. Dans les protectorats qui s'appliquent, la fiction d'un État subsiste et on s'appuie sur un pouvoir politique local. Il y a aussi un autre cas de figure, celui dont les États dont l'indépendance est respectée, mais où l'Europe impose une véritable discrimination. Ça ne concerne pas directement l'Afrique, mais c'est le cas de la Chine, par exemple, avec les traités inégaux. Donc il y a une domination incontestable sur le plan politique, on aura aussi l'occasion d'y revenir. Il y a une inégalité dans le statut des personnes. Les populations indigènes sont soumises à un régime juridique différent de celui des citoyens de la métropole. Si la colonisation améliore certaines conditions matérielles, si elle corrige certaines injustices, notamment la suppression de l'esclavage, elles créent une domination incontestable. Pour la France, cela se traduit par le fameux code de l'indigénat, adopté en 1881, où les indigènes sont inférieurs et privés d'un certain nombre de droits qui existent dans les métropoles. Le droit syndical, par exemple, ne sera pas reconnu avant la Seconde Guerre mondiale, et puis il y a une domination sur le plan politique, sur le plan juridique. Les indigènes ne participent pas à tous les scrutins lorsqu'il y a des scrutins. La séparation des pouvoirs n'est pas appliquée de fait et crée une confusion entre pouvoir administratif, pouvoir judiciaire. Et souvent, le régime de la corvée, qui débouchera sur le travail forcé, est conservé. Il y a aussi une inégalité économique. La situation économique des colonies est naturellement inférieure à celle de l'Europe. Les salaires sont inférieurs. Par le jeu des facteurs économiques, les colonies ne récupèrent qu'une part réduite des profits tirés par la mise en valeur des ressources locales. Dans les colonies, la situation est aggravée par le pacte colonial. Les métropoles ont un monopole du marché et du transport. Seule l'Angleterre supprimera les actes de navigation en 1849, les actes de navigation qui remontaient en fait très très loin au XVIIe siècle et qui avaient fondé un petit peu toute l'aventure coloniale sur le principe de l'exclusif
puisque les colonies n'avaient le droit de commercer qu'avec leur métropole ou qu'avec des bateaux qui appartenaient aux métropoles ou sur lesquels il y avait une majorité de marins, d'hommes qui venaient de cette métropole. Donc là aussi, il y a une inégalité économique qui est absolument incontestable. Et donc, l'ensemble du phénomène de colonisation repose sur cette idée de l'inégalité, même s'il y aura un certain nombre d'améliorations, et elle explique aussi, évidemment, la montée en puissance à partir du XXe siècle des contestations et de la mise en cause. Alors, le deuxième point, après ce rappel donc, des causes, des facteurs, bon, qui ne prétend pas avoir été exhaustif, mais qui était simplement une mise en perspective, la colonisation africaine. Alors, on peut distinguer en fait deux périodes. La première, qui est la période des conquêtes, les premières conquêtes, jusqu'en 1880, et puis véritablement le mouvement impérialiste qui se produit dans les années 1880-1914. Sur la première période, jusqu'en 1880, l'Afrique reste un continent qui fait relativement peur, qui est dangereux. L'expansion européenne n'est pas massive, et ce sont essentiellement des colonisations, des considérations privées qui poussent à l'expansion. Alors, on viendra un petit peu sur... mais on voit ici, en 1880, la situation sur la carte qui se trouve à gauche. Et donc, on voit bien que le continent reste encore très largement inconnu, ou en tout cas peu maîtrisé par les Européens, puisqu'il y a sur... donc la présence est relativement limitée. Tout ce qui est en hachure, ce sont les empires africains, pour une partie d'entre eux, qui subsistent donc, qui vont subsister, et auxquels vont s'opposer les mouvements de colonisation. Mais on a la présence portugaise en Angola, on a les Anglais en Afrique du Sud, on a la France évidemment en Algérie, déjà au Gabon ou au Sénégal, mais les Anglais sur la Côte d'Or, mais enfin on voit bien que le continent reste très largement inoccupé. Alors les initiatives qui vont permettre le début de cette aventure, elles sont prises souvent par des ordres missionnaires. On a parlé tout à l'heure des missions. Les missions se sont développées et elles connaissent notamment pour les missions catholiques un essor nouveau sous le pontificat du pape Grégoire XVI entre 1832 et 1846 qui va donner une impulsion à un certain nombre de congrégations, à un certain nombre de religieux pour aller en Afrique. Les initiatives viennent aussi du commerce. Il y a un mythe des richesses africaines et ce sont souvent des négociants qui se sont lancés dans l'aventure. Il y a aussi un certain nombre d'explorateurs qui cherchent à découvrir des terres nouvelles. Alors, au niveau politique et stratégique, il faut prendre en compte la rivalité franco-anglaise. Dès le début du XIXe siècle, les Anglais s'installent au Cap, donc au sud, dominant la présence néerlandaise. La France ne décidera une politique africaine que sous la monarchie de Juillet. C'est la politique des points d'appui. Guizot préconise de ne s'installer que ponctuellement sur des endroits stratégiques. À partir de 1841-1843, les comptoirs sont créés en Côte d'Ivoire et au Gabon. Les préoccupations économiques l'emportent, mais aussi parfois des préoccupations de prestige. Ainsi, par exemple, la conquête de l'Algérie permet de redorer, si on peut dire, le blason du régime de la Restauration dans les années 1830. Certaines explorations sont humanitaires et vont être récupérées par le pouvoir politique. C'est le cas de Livingstone, en 1857, qui fonde une organisation appelée, alors excusez mon anglais extrêmement médiocre, je vous entendais parler tout à l'heure de l'anglais, c'est une catastrophe, Universities Mission to Central Africa, dont le but est de créer des centres de chrétienté et de civilisation. Livingstone se veut un missionnaire indépendant et il participe comme tel à un certain nombre d'expéditions aux Zambèzes en 1858 et à celle des Grands Lacs en 1868. Mais en même temps, il acceptera le rôle de conseiller de Victoria, de la reine Victoria, conseiller de Sa Majesté, ce qui lui donne finalement un statut assez officiel.
Alors, les trois grands ensembles qui sont touchés par cette première expansion sont donc l'Algérie, en 1830. En Afrique occidentale, on a un affrontement franco-britannique qui est assez caractéristique, avec des initiatives individuelles qui poussent par exemple des négociants à s'installer au Sénégal, à Saint-Louis. À partir de là, on aura une exploration de l'arrière-pays le long du fleuve Sénégal. Dakar est fondé en 1857. Deux gouverneurs joueront un rôle important, Auguste Protet et Louis Faidherbe, qui créera notamment des postes militaires qui permettent aussi de développer l'économie basée sur la culture de l'arachide et qui tentera de développer l'enseignement. Pour les Anglais, conquête de la Gambie, de la Sierra Leone, on voit sur la carte, de la Gold Coast, du Liberia, qui sont le fait d'initiatives privées, commerciales ou missionnaires, soutenues par la couronne britannique. La Sierra Leone est un cas original. Ce sont 400 Noirs revenus de Grande-Bretagne et des Noirs de la Jamaïque sauvés de bateaux négriers qui vont s'implanter. En 1807, le pays compte 2000 habitants. En 1850, il en comptera 40 000. Les Noirs et les Créoles sont formés dans ce territoire dans des écoles chrétiennes, suscitant une sorte de melting pot qui permettra de créer une bourgeoisie de fonctionnaires avec des professions libérales, des commerçants et des missionnaires. L'Afrique centrale, alors on trouve la présence des Portugais qui est très ancienne, une des plus anciennes, peut-être la première en Angola. Pour les Français, l'implantation au Gabon à partir de 1843. Libreville est fondée en 1849. Mais la présence française restera finalement relativement limitée. Pour les Anglais, dans cette Afrique centrale, la présence est informelle. Elle est surtout le résultat d'une domination économique avec des marchands de Brighton, de Liverpool, qui créent des échanges, mais sans véritable implantation. Enfin, en Afrique australe, on a la présence des Anglais au Cap et des Portugais au Mozambique. Cette première phase de conquête est donc le fait d'explorateurs isolés, dont l'archétype est Livingstone. Livingstone qui s'oppose à un autre personnage, à une autre grande figure, qui est Stanley, qui lui est un journaliste et qui a une approche de la colonisation qui est beaucoup plus matérielle, je dirais, qui est beaucoup plus tournée vers l'intérêt, et il jouera un rôle important auprès du roi Léopold II dans la conquête et dans la mainmise de Léopold II d'abord et de la Belgique ensuite sur le Congo. Au milieu du XIXe siècle, on observe un engagement de plus en plus soutenu de l'opinion pour les explorations. Livingstone publie en 1857 un ouvrage intitulé Missionary Travel, qui sera publié à 70 000 exemplaires. Et dans les années 1850-1860, apparaît l'expression le professionnel de l'Afrique, c'est-à-dire celui qui fait l'explorateur ou qui participe à l'aventure coloniale, qu'il soit soldat ou qu'il soit missionnaire. Alors, deuxième partie, deuxième vague de colonisation, donc c'est l'impérialisme des années 1880-1914. Là, on passe véritablement à une autre dimension. Alors, c'est d'abord, les facteurs d'expansion ont déjà été évoqués. Ils ne sont pas exclusifs à l'aventure africaine. Le facteur économique prend une nouvelle force avec la Grande Dépression, on l'a déjà évoqué. Mais surtout, il y a des groupes de pression nouveaux qui apparaissent. En France, c'est le parti colonial, qui n'est pas un parti politique, mais qui est en fait un lobby, qui regroupe un certain nombre d'organisations, dont l'homme fort sera le député d'Oran, Eugène Étienne. Ce parti possédera beaucoup de ramifications, le comité de l'Afrique française en 1890, le groupe colonial à la Chambre des députés et au Sénat en 1892, l'Union coloniale. Ces associations sont relativement élitistes, mais il en existe aussi des populaires, comme la Société africaine de France, fondée en 1888, ou la Ligue coloniale en 1895. Ce phénomène se retrouve dans d'autres pays, notamment en Allemagne, où la Ligue pan-germaniste regroupera plus de 22 000 adhérents, et surtout la Ligue navale en Allemagne. Au Royaume-Uni, c'est la Société coloniale, fondée en 1868, qui devient en 1882 le Royal Colonial Institute. Donc on a une pression de plus en plus forte, à la fois des lobbies, mais aussi qui va se répercuter évidemment sur l'opinion publique.
Alors, cette aventure coloniale, cet impérialisme entraîne évidemment un certain nombre de rivalités et de résistances. 7 puissances, en fait, vont participer à l'aventure coloniale. L'Espagne et le Portugal sont rapidement supplantés par la France et le Royaume-Uni. La Belgique, avec le roi Léopold II, qui au départ est une expérience personnelle, privée. L'Italie, l'Allemagne qui revendique à la fin du siècle la Welt politique voulue par Guillaume II, lorsque les Allemands prennent conscience qu'il faut absolument aller vers la colonisation. Ce phénomène, cette conquête de l'Afrique, on la caractérisera par un mot qui vient de la presse anglaise, c'est le scramble, hein, c'est-à-dire cette chasse, cette espèce d'aventure effrénée, cette frénésie de conquête, qui entraîne des conflits, évidemment, entre les puissances et des résistances à la conquête qui se manifestent de la part des États précoloniaux. Notamment, on voit ici un certain nombre de ces États. Je pense par exemple à l'Empire de Samori, on y reviendra, on aura l'occasion de réévoquer ce nom. Le royaume Ashanti aussi. On a là l'Éthiopie, qui résistera, lui, à la colonisation. Donc on a un certain nombre de résistances locales, même si ces résistances, elles finiront, sauf en Éthiopie, par être dominées. La conquête se fait souvent avec une réelle violence, et donc il faut des interventions militaires. Et en France, dans le cadre de la colonisation française, on aura par exemple la formation, à l'origine en partie initiée par Faidherbe, de ces fameux tirailleurs sénégalais, qui joueront un rôle non seulement dans les guerres françaises, et qui seront impliqués par exemple lors de la Première Guerre mondiale, mais qui jouent aussi un rôle dans l'aventure coloniale, parce qu'elles sont utilisées pour lutter contre les résistances indigènes lorsque celles-ci se produisent. Il n'y a qu'une exception véritablement de résistance, c'est en Éthiopie, avec la victoire éthiopienne d'Adwa. Le 1er mars 1896, l'armée éthiopienne de Ménélique II repousse l'invasion italienne. Et donc l'Éthiopie restera un îlot relativement protégé jusqu'à ce que Mussolini, dans les années 30, annexe le territoire. Alors, les États européens sont rivaux, mais ils vont tenter de s'organiser. Et malgré tout, même s'il y a des frictions, il n'y aura pas de transposition en Afrique de véritables affrontements européens. Ce qui va en partie résoudre le problème, c'est la conférence de Berlin qui se réunit en 1884 à l'initiative de Bismarck. Cette conférence, elle est importante parce qu'elle va d'une part définir les règles, même si l'expression est un peu excessive, du partage de l'Afrique. En fait, les décisions sont plus floues qu'il n'y paraît, mais elle montre aussi la montée en puissance de la diplomatie allemande. L'Allemagne qui est apparue sur la scène européenne en 1870 et qui, là, va jouer un rôle tout à fait central à un moment où elle n'est pas directement appliquée, ou disons très peu impliquée dans l'aventure coloniale. Alors, le prétexte de la conférence de Berlin, c'est en fait l'accélération de la colonisation, et en particulier la question du Congo. Congo, donc on voit sur la carte de droite le Congo belge, notamment, Congo qui est convoité à la fois par la France, notamment à la suite des premières expéditions de Brazza, qui est un explorateur d'origine italienne et qui va découvrir des terres pour le compte de la France, donc par les Portugais, par le Royaume-Uni et aussi un petit peu par l'Allemagne. Et surtout par le roi Léopold II qui a créé une association qui s'appelle l'Association internationale, dont l'objectif est la découverte, l'exploration du bassin du Congo, parce qu'on a très vite compris que, y compris grâce au fleuve, eh bien, on pouvait pénétrer à l'intérieur de l'Afrique. Et Léopold a, à partir de cette association, demandé à Stanley d'entreprendre toute une démarche pour créer un État indépendant du Congo. Et donc il y a là un point d'affrontement, un point de friction assez fort entre les différentes puissances.
la conférence de Berlin traitera aussi de la question du bassin du Niger. Il y a aussi toute la question de la libre circulation sur les fleuves, sur ces grands fleuves qui permettent d'accéder au cœur du continent. En novembre 1884, 11 pays européens vont se réunir à Berlin, auxquels s'ajoutent les États-Unis. Il n'y a pas de représentants africains, et ça aboutira en février 1885 à la reconnaissance donc, du nouvel État du Congo, le Congo qui n'est pas encore le Congo belge. Sur cette carte, il est mentionné Congo belge en 1914, mais il est en fait à l'époque propriété personnelle du roi des Belges, de Léopold II, et ce ne sera qu'en 1908 que Léopold II acceptera de rétrocéder ce territoire à l'État belge. La conférence de Berlin permet donc d'affirmer la liberté de commerce et de navigation sur les fleuves, la fixation et les règles de partage pour les conquêtes futures, et notamment cette idée que lorsqu'un pays prend possession d'un territoire, eh bien, il doit en avertir les autres, en tout cas les signataires de la conférence des accords de Berlin, il doit en avertir les autres de façon à ce que ces autres pays puissent manifester éventuellement leurs remarques s'ils considèrent que ces territoires leur appartiennent déjà. Et puis, l'article 6 de l'accord général de Berlin insiste aussi sur la mission civilisatrice de la colonisation. Toutes les puissances s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions matérielles et morales d'existence, et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des Noirs. Donc, si les rivalités... alors, la conférence de Berlin a incontestablement amélioré les choses. Pour autant, elle n'a pas totalement résolu les problèmes, puisque on a, en 1898, une crise majeure, qui est illustrée là, par à la fois la carte et l'affiche qui se trouve à côté. Donc, c'est la crise de Fashoda. Et on voit très bien, alors cette crise de Fashoda, en fait, on l'a... il y a là une caricature publiée dans un journal anglais, le Punch, en 1892, qui illustre assez bien le problème, puisqu'on voit très bien que l'objectif britannique, c'est d'établir une colonisation et un contrôle des territoires du nord au sud de l'Afrique, donc depuis le Caire jusqu'au Cap. Et cet objectif britannique, eh bien, il se heurte à l'autre objectif français. Donc là, en bleu, c'est les colonies françaises, en jaune, orangé, les colonies britanniques. Et donc, la France, elle veut contrôler une route qui va d'est en ouest, y compris jusqu'à Djibouti. Et donc, l'intérêt des deux puissances va se heurter sur ce fameux fortin de Fashoda, où l'orgueil français sera largement entamé, puisque le capitaine Marchand devra finalement capituler devant les intérêts britanniques. Pour autant d'ailleurs, l'humiliation n'est pas si peut-être durable que ça, puisqu'en 1899, il y a un accord entre la France et l'Angleterre qui conclut un partage entre l'influence anglaise, donc sur le Soudan, et l'influence française sur le Tchad. Alors, tout ceci va aboutir, on va aller un petit peu plus vite, tout ceci aboutit donc à la carte de l'Afrique en 1914, telle qu'on la voit présentée ici, où on voit l'importance et surtout la cohérence de l'empire colonial français, qui est relativement bien regroupé avec l'Algérie, enfin avec le Maghreb, avec l'AOF, l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale française. L'Angleterre a partiellement réussi à établir une continuité nord-sud, mais pas tout à fait, puisque un certain nombre d'autres territoires appartiennent à d'autres pays. Les Allemands qui ont réussi à mettre la main sur l'Afrique orientale, il y a les colonies portugaises de l'Angola et du Mozambique. Et donc la domination française apparaît sans doute plus cohérente dans son organisation que celle que les Britanniques ont pu réussir à constituer. C'est pas dans ce sens-là, j'y arrive pas. Alors, on en vient donc au troisième point, continent sous domination coloniale et perception européenne de la colonisation.
La colonisation, on l'a vu, résulte d'une triple motivation économique, nationale, voire nationaliste, la grandeur, le prestige, la civilisation. Il s'agirait en fait, dans l'esprit de beaucoup, d'un intérêt commun bien compris. Jules Ferry, déjà évoqué, le dit de façon très claire, les considérations économiques qui justifient l'expansion coloniale, le besoin de déboucher. Pourquoi? Parce qu'à côté d'elle, la France, à côté d'elle, l'Allemagne, à côté de la France, l'Allemagne se couvre de barrières, parce qu'au-delà de l'océan, les États-Unis sont devenus protectionnistes à outrance. Mais il y a aussi le côté donc humanitaire de civilisation. En fait, alors c'est Cecil Rhodes, qui fut le premier ministre de la colonie du Cap à la fin du XIXe siècle, est plus brutal dans sa justification, disant « Nous, les colonisateurs, devons conquérir des terres nouvelles afin d'y installer l'excédent de notre population, d'y trouver de nouveaux débouchés pour les produits de nos fabriques, de nos mines. L'empire, ai-je toujours dit, est une question de ventre. Si vous voulez éviter la guerre civile, il faut devenir impérialiste. » Donc là, la couleur est clairement affichée, et elle fait en quelque sorte écho au livre de Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. On voit bien effectivement l'antagonisme qui se pose là entre deux visions de l'avenir de l'humanité. Alors, premier point, un continent sous domination coloniale. Les territoires conquis reçoivent une administration civile qui varie selon les statuts, qui sont de 4 types. Donc on l'avait rapidement évoqué tout à l'heure. La colonie, donc le territoire est entièrement gouverné et administré par une puissance extérieure. Le protectorat, l'État colonisé dont le gouvernement et l'administration restent officiellement indépendants, mais qui sont contrôlés par la puissance coloniale. Le dominion, colonie britannique de peuplement européen. Et puis le mandat, territoire en fait qui est un statut un peu original, qui résulte de la Première Guerre mondiale, puisque les colonies des vaincus, et puis de la Turquie, de l'Empire ottoman, ont été données aux puissances occidentales sous forme de mandat, c'est-à-dire avec pour objectif de les conduire à l'indépendance à terme, lorsque on les jugerait capables d'assumer cette indépendance, le tout sous le contrôle de la Société des Nations. L'Algérie est un cas un peu à part, puisque ce sont des départements, et que pour l'administration française, l'Algérie n'est pas véritablement une colonie. Alors, au sein de ces territoires cohabitent colons et indigènes. Les premiers, les colons, ont pour fonction d'encadrer le territoire colonial, quel que soit son statut. Relativement nombreux en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, leur nombre est par contre très réduit ailleurs, environ 20 000 en Afrique occidentale française. Ce sont des militaires, cadres supérieurs de l'administration, entrepreneurs, policiers, ingénieurs dans les villes, planteurs, missionnaires dans les campagnes. Ils se distinguent par leur mode de vie, mieux rémunérés, habillés à l'européenne, ils bénéficient d'une amélioration diversifiée de qualité, ils sont servis par une importante domesticité. Ce sont eux qui mettent en place les structures destinées à civiliser les colonisés. Les hôpitaux, les écoles, les dispensaires. La France fonde dans son empire un certain nombre d'instituts Pasteur qui contribuent à la recherche sur les maladies endémiques, par exemple. Cependant, les efforts restent modestes, les écoles sont peu nombreuses, et ont surtout pour objectif la formation d'auxiliaires à la colonisation. De ce point de vue, en fait, il y aura le développement de l'enseignement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale reste relativement faible. En France, les écoles primaires sont relativement plus développées et essentiellement contrôlées par l'enseignement public. Il n'y a que 2 écoles secondaires qui sont toutes les 2 situées au Sénégal. Le Sénégal joue un rôle important, enfin un rôle de pionnier qui explique sans doute aussi le fait qu'un certain nombre de responsables et de leaders sénégalais auront l'image, enfin Senghor et d'autres, ultérieurement. Il n'y a qu'une seule université qui sera créée à Alger au début du XXe siècle. Dans les colonies britanniques, le développement de l'enseignement est encore plus limité et relativement peu implanté. En fait, les colons assurent, outre le contrôle administratif, militaire et politique, surtout la mise en valeur économique. De ce point de vue, la colonie répond à un principe simple, fournir des matières premières à la métropole et recevoir des produits finis. Il s'agit donc de privilégier l'exportation dans les plantations pour l'activité agricole, dans les sociétés de commerce et dans les ports. La mise en valeur des colonies sera assurée principalement par des compagnies à charte, dans un premier temps, auxquelles les États vont en quelque sorte déléguer la domination sur le territoire.
Ce sont des compagnies qui n'auront pas beaucoup d'avenir parce qu'elles n'auront pas les capitaux suffisants pour véritablement s'implanter, mais elles vont jouer au départ un rôle relativement important. À côté de ça, il y a une économie de traite, une économie de plantation, une économie aussi d'exploitation minière, qui à chaque fois reviennent un peu à la même chose, c'est-à-dire exploiter les richesses du territoire au profit essentiellement de la métropole, avec notamment des phénomènes de monoculture, par exemple, dans le domaine agricole, qui vont avoir des conséquences souvent assez lourdes, à moyen terme et à long terme, notamment dès le départ, finalement, en mettant en cause les cultures vivrières au profit d'un certain nombre de grandes cultures qui sont destinées à des compagnies européennes, à des compagnies françaises. Même chose pour les mines, d'ailleurs, où on a une exploitation très intense dans les zones minières, avec y compris des déplacements de population pour faire venir travailler dans les mines lorsque la population locale ne le permet pas. Alors, les populations indigènes constituent évidemment la majorité du peuplement, plus de 95%, et cette population indigène a eu tendance à augmenter essentiellement grâce à la relative baisse de la mortalité, résultat de la colonisation, avec la lutte contre les endémies, les épidémies, avec un progrès de l'hygiène, et une natalité qui reste relativement élevée. Alors, vis-à-vis des populations indigènes, il est de tradition d'opposer en fait deux conceptions, une conception britannique et une conception française. La France a préconisé tout de suite l'assimilation. Alors, ça s'inscrit dans une démarche qui est très jacobine, très centralisatrice. L'objectif, c'est que les colons, à terme, deviennent totalement partie intégrante de la nation française et adoptent les critères de la culture et de la tradition française. Ça se traduit, en fait, cette politique d'assimilation, elle n'a jamais véritablement abouti, elle n'a jamais véritablement été menée à son terme, sauf peut-être vis-à-vis d'une petite élite indigène qui a été effectivement scolarisée dans les écoles, qui a réussi à s'intégrer dans l'ensemble, mais pour l'immense majorité, en fait, on s'aperçoit qu'avec le temps, on se rapproche du modèle anglais qui est celui de l'association. Alors justement, les Britanniques ont plutôt mis l'accent sur l'association, sur l'indirect rule, sur une volonté d'associer les populations, de s'appuyer sur les populations indigènes pour pour développer, pour organiser les colonies. Donc en fait, la distinction entre association et assimilation est relativement artificielle, l'assimilation française n'ayant pas nécessairement abouti, en tout cas jusqu'en 1939, et on voit même d'ailleurs qu'après 1939, si on prend les projets du général de Gaulle lors du discours de Brazzaville, ou si on prend un certain nombre de positions, on est plutôt dans la logique de l'association, de se rapprocher du modèle du Commonwealth, plutôt que l'assimilation telle qu'elle était prônée par certains. Certains Africains, comme Blaise Diagne, qui est un Sénégalais, donc, qui a été le premier Africain élu à l'Assemblée nationale en 1914, eh bien, certains donc, de ces Africains choisissent de coopérer avec les autorités coloniales, et en retour, ces indigènes qui acceptent d'entrer dans le jeu de l'organisation métropolitaine, eh bien, se trouvent relativement favorisés. Ces élites indigènes ralliées servent d'intermédiaires entre les colonisateurs et les colonisés. Le reste de la population colonisée est considéré comme des sujets. Dans l'Empire français, on l'a vu, ils sont soumis au code de l'indigénat. La croyance en une supériorité européenne justifie la domination coloniale. Par exemple, Lugard, un capitaine britannique qui sera explorateur, qui administrera la colonie d'Ouganda et qui sera gouverneur du Nigeria, écrit « Toute l'influence de l'Européen en Afrique est acquise par l'assertion d'une supériorité qui commande le respect et entraîne l'émulation des sauvages. » Ça se traduit par une ségrégation urbaine. Alors, bon, j'ai pris cet exemple-là de Kimberley. Alors, la ségrégation, elle est surtout développée dans l'Afrique australe et dans les pays où on aura une importante exploitation minière avec des populations que l'on fait venir pour exploiter les mines. Et donc là, on a, bon, c'est évidemment ce qui débouchera sur l'apartheid,
Et on voit dans le cas présent de cette ville de Kimberley, donc qui est une colonie du Cap, vous voyez ce qui est en bleu, ce sont les quartiers réservés aux Noirs, et donc en orange le reste, les quartiers réservés aux Blancs. Donc ce type de répartition, on le trouve dans pas mal de villes, notamment au sud de l'Afrique. Alors, les colonisateurs prônent la mise en valeur de l'Afrique par la construction d'infrastructures, donc il y a un objectif aussi d'équipement qui permet l'exploitation et l'exportation vers l'Europe. Alors ça peut déboucher parfois sur de véritables scandales. Le grand scandale, un des principaux scandales, ce fut celui de la construction du chemin de fer de Congo, du Congo-Océan, qui devait relier Brazzaville à Pointe-Noire. Cette construction de ce chemin de fer va se traduire par un véritable massacre, un taux de mortalité considérable. Ce sont les populations indigènes qui vont travailler sur le site dans des conditions qui sont excessivement difficiles et dans le cadre du travail forcé. Le scandale de la construction de chemin de fer éclate en 1927 grâce aux journalistes et aux écrivains qui viennent de métropole et qui vont relater ce qu'ils voient. C'est le cas d'André Gide, qui publie donc le journal de son voyage en Afrique noire. C'est le cas aussi d'Albert Londres dans Terre d'ébène en 1929. Albert Londres qui, par exemple, écrit « 200 nègres étaient accroupis le long d'un gros arbre abattu. C'était une pile de pont, ni corde, ni courroie, les mains des nègres seulement pour tout matériel. La pile n'avançait pas, les capitals, c'est-à-dire des ouvriers chargés de l'encadrement, se ruèrent sur les hommes nus, ils les frappèrent avec les pieds, avec les poings, aucun ne protestait. 4 noirs vinrent vers moi, me montrant des doigts écrasés, la figure ensanglantée, une blessure au cou. » L'affaire du chemin de fer de Congo-Océan a véritablement suscité une prise de conscience en Europe des conditions dans lesquelles les populations indigènes se trouvaient exploitées derrière le discours sur la civilisation et sur les équipements qui pouvaient être réalisés. Alors, deuxième aspect, la perception européenne de la colonisation. Alors, les Européens ont adhéré progressivement à l'idée de la colonisation. Au départ, on l'a vu, il y a plutôt soit un désintérêt, soit un rejet, mais progressivement, effectivement, il va y avoir une prise de conscience qui va se développer. À la fin du XIXe siècle, donc l'intérêt de la colonisation reste limité, mais l'idée coloniale, pour reprendre la fameuse formule de Girardet, va progressivement s'imposer grâce à un travail de lobbying que l'on a déjà un petit peu évoqué avec le Parti colonial, par exemple, ou avec le Kolonialverein en Allemagne. En France, divers comités sont créés pour recueillir l'argent nécessaire à l'organisation des explorations, faire connaître l'Afrique. On organise des conférences, on recrute des universitaires. En 1894, l'Union coloniale, qui se définit comme un syndicat des principales maisons ayant des intérêts aux colonies, compte 234 membres. Elle en compte plus de 1200 en 1900. Cette union coloniale organise des banquets, des conférences, publie une revue, la Quinzaine coloniale. En 1907, Eugène Estienne tente de mettre sur pied un vrai parti de masse, la Ligue coloniale française, sur le modèle d'une ligue coloniale qui existait à l'époque en Allemagne. En 1889 est créée l'école coloniale qui va former les administrateurs qui peu à peu donnent naissance à un véritable esprit de corps. L'image du conquérant est peu à peu remplacée par celui du bâtisseur. Dans le même temps, l'opinion publique et responsable politique adhèrent à l'idée coloniale, notamment les radicaux qui avaient longtemps été réservés. Albert Sarraute, qui remplacera Eugène Estienne à la tête du parti colonial, qui sera ministre des colonies, va devenir un des grands défenseurs de l'idée coloniale, avec cette dimension humaniste, avec cette dimension d'apporter effectivement une amélioration à la situation des populations. Après la guerre de 14-18, l'engouement pour l'Empire est à son apogée. Ça tient bien sûr au rôle des colonies et de l'Afrique dans la guerre, encore que, en fait, la présence des indigènes dans les armées, notamment dans l'armée française, soit peut-être moins importante qu'à une époque, on a bien voulu le dire, et en particulier, on a souvent dit que les
indigènes avaient été plus exposés que les Français lors des combats, qu'on les avait plutôt mis dans les positions les plus difficiles. En fait, le taux de mortalité des populations indigènes est à peu près identique, autour de 16% du taux de mortalité de l'ensemble de l'armée française, mais il n'en reste pas moins que, effectivement, la population indigène et les colonies acquièrent une image positive parce qu'ils ont contribué à l'effort de guerre. On a puisé dans les colonies pour recruter des hommes, donc pour l'aide économique. On a conscience que ce rôle a été décisif, malgré tout. Le traitement de la colonisation dans les manuels scolaires est à cet égard révélateur. Alors, j'avais amené, peut-être pas trop le temps, donc voilà un livre de géographie du brevet élémentaire de 1915, et il y a un chapitre, chapitre l'utilité des colonies, et on peut lire à un pays de haute civilisation comme la France, les colonies sont indispensables, et on retrouve d'abord pour des raisons économiques, situées sous des climats très différents, tout pays industriel a besoin de débouchés, le souci de ses intérêts matériels, etc. Enfin, la France acquiert aussi une influence toujours grandissante dans le monde, sans doute à cause de la stagnation de sa population. Elle ne peut peupler que très lentement celle de nos colonies qui conviennent aux Blancs, comme l'Afrique du Nord, et c'est un grand malheur. Au moins peut-elle créer peu à peu, par l'association avec les indigènes, de nouvelles France d'outre-mer qui répandront de plus en plus dans le monde sa langue, ses idées et sa civilisation. Donc il y a incontestablement un travail de formation et d'éducation auprès des élèves, enfin auprès de l'école de la Troisième République, pour diffuser cette idée de la colonisation. La presse contribue aussi à cet engouement. Le Temps publie à partir de 1930 un supplément colonial. L'illustration évoque les pays et les hommes d'Afrique. Et vous avez aussi des aventures, alors comme celle de la Croisière Noire, initiée par André Citroën, qui avait fait aussi la Croisière Jaune. Et donc on a là une association en fait entre à la fois la valorisation d'une technologie nouvelle qui est l'automobile, une entreprise de publicité en fait, mais en même temps une popularisation de l'empire colonial. Et on voit donc l'affiche à côté, la Croisière Noire avec film de l'expédition Citroën Centrafrique, et en fait beaucoup d'industriels ont financé des explorations, ont utilisé la colonisation et utilisé l'exploration pour promouvoir leur image à la fois technologique et en même temps montrer qu'ils contribuaient évidemment à un certain progrès de l'humanité. L'exotisme se répand aussi, le tourisme moderne commence et attire donc avec les oasis sahariennes. Des écrivains cherchent l'inspiration en Afrique et en 1921 est fondé un grand prix de la littérature coloniale. Alors, à côté de cette conquête de l'opinion, et dans le cadre de cette conquête de l'opinion, il faut évidemment faire un sort particulier aux expositions coloniales et aux zoos humains. Kipling écrivait dans son poème « Ô blanc, reprends ton lourd fardeau pour, lourdement équipé, veiller sur les races sauvages et agitées, sur vos peuples récemment conquis, mi-diable, mi-enfant. » Les Européens civilisent en équipant, en éduquant, en luttant contre la traite interne et l'esclavage, mais pourtant, le regard porté sur l'Afrique reste raciste, et même les explorateurs les plus rigoureux tiennent ces propos. Lors de conférences données en 1856-1858 en Angleterre, Livingstone, qui n'est pourtant pas le plus radical dans ce domaine, parle de l'inégalité fondamentale des races. Ce sont des idées qui sont rapportées à la population et forgent l'opinion. Si dans les années 1840-1850, on voit se développer en France une tendance humanitaire anti-esclavagiste qu'incarnera Victor Schœlcher, à partir des années 1850, le discours sur l'Afrique devient majoritairement raciste et se veut scientifique. En 1839 est créée en France la Société d'ethnologie. En 1849, en Allemagne, paraît un ouvrage intitulé « Sur l'inégale capacité pour un but haut l'inégale capacité pour un plus haut développement intellectuel des différentes races humaines. » Gobineau publie en 1857 l'essai sur l'inégalité des races humaines. Ce sont les sociétés savantes qui diffusent plus ou moins consciemment ces thèses.
en Angleterre comme en France. Alors, cette ambiguïté, que l'on peut aussi illustrer par ce texte que j'ai trouvé assez étonnant, qui est l'article nègre dans le Grand Larousse universel en 1872. C'est en vain que quelques philanthropes ont essayé de prouver que l'espèce nègre est aussi intelligente que l'espèce blanche. Un fait incontestable et qui domine tous les autres, c'est qu'ils ont le cerveau plus rétréci, plus léger et moins volumineux que celui de l'espèce blanche. Mais cette supériorité intellectuelle, qui selon nous ne peut être révoquée en doute, donne-t-elle aux Blancs le droit de réduire en esclavage la race inférieure? Non, mille fois non. Si les nègres se rapprochent de certaines espèces animales, par leurs formes anatomiques, par leurs instincts grossiers, ils en diffèrent et se rapprochent des hommes blancs sous d'autres rapports dont nous devons tenir grand compte. Ils sont doués de la parole, et par la parole, nous pouvons nouer avec eux des relations intellectuelles et morales. Nous pouvons essayer de les élever jusqu'à nous, certains d'y réussir dans une certaine limite. Du reste, un fait plus sociologique que nous ne devons jamais oublier, c'est que leur race est susceptible de se mêler à la nôtre, signe sensible et frappant de notre commune nature. Leur infériorité intellectuelle, loin de nous conférer le droit d'abuser de leur faiblesse, nous impose le devoir de les aider et de les protéger. Grand Larousse universel du XIXe siècle. Bon, on pourrait rapprocher ce texte du célèbre article de Montesquieu, Nègre. On pourrait faire une comparaison entre les deux textes, ce serait relativement intéressant. Alors, cette ambiguïté, eh bien, on la retrouve sous deux formes de représentation, les os humains et les expositions universelles. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, d'aller voir l'exposition Exhibition au Quai Branly, qui, à cet égard, est tout à fait révélatrice. En France, la première exposition universelle internationale, et spécifiquement coloniale, s'ouvre le 27 mai 1884 à Lyon, dans le parc de la Tête d'Or, sous l'impulsion de la Chambre de commerce et d'un responsable, d'un vice-président de l'Union coloniale qui était un négociant textile, un industriel textile. Dans un cadre pittoresque, le dépaysement est total. Au sein d'une végétation abondante, on découvre les palais d'Algérie, de la Tunisie, de l'Afrique occidentale, des autres colonies. Le guide bleu de l'exposition invite les visiteurs. Allez visiter le village nègre. Considérez les Noirs, car vous les verrez à l'état de nature. Ils vivent comme chez eux. Visitez-les comme une attraction curieuse. Alors, il y a cette affiche de cette exposition. Donc l'affiche de l'exposition de la tête de Lyon. Hein. Et l'affiche donc évoque la reconstitution de villages d'Afrique occidentale, avec deux scènes miniatures montrant les scènes de village, avec entre autres une femme portant enfant sur son dos, un pilon, donc ici, un pilon dans la main, et une autre les seins nus, et une troisième portant un récipient sur la tête. Trois motifs renvoyant à l'imagerie africaine traditionnelle, encore existante parfois aujourd'hui. Mais l'élément dominant, c'est évidemment cette femme, qui occupe véritablement une grande partie de l'affiche. Donc, femme altière aux seins nus avec un collier de perles et armée d'un arc. C'est une guerrière amazone qui renvoie aux célèbres femmes combattantes du roi du Dahomey, vaincu par la France en 1892. L'objectif principal de l'affiche est bien de faire valoir le caractère exotique de ces mises en scène ethnographiques. Alors, les affiches soulignent une sorte de hiérarchie des peuples. Pour renforcer l'idée que le colonisé est proche de l'état de nature, plus que de l'état de culture, on le représente souvent nu, sauf s'il est censé être christianisé, ou traité en dérision, habillé maladroitement à l'occidental. L'utilisation d'accessoires procède de la même volonté. L'anneau dans l'oreille pour les sauvages, l'os dans les cheveux ou dans le nez pour les anthropophages, le voile pour la sensualité, les armes pour le guerrier. La proximité avec l'animal joue aussi ce rôle. Il est assimilé au sauvage que l'on va voir au jardin d'acclimatation, à Lyon, comme à l'exposition universelle de 1900. L'autre, le sauvage, est à la limite de l'animalité. C'est à mettre en relation avec les anthropologues de l'école américaine du début du XIXe siècle qui se servent des différences morphologiques pour justifier une hiérarchie des races.
Ainsi, les peuples noirs, quoiqu'ayant des caractères morphologiques, ça renvoie à l'article de Larousse, avec les peuples blancs, étaient rapprochés des gorilles. Cependant, le zoo humain disparaîtra après 1830, plus ou moins concurrencé par d'autres formes d'expression comme le cinéma. Cependant, ces exhibitions sont un vecteur efficace du message colonial en même temps qu'il enracine un racisme populaire. Alors, vous avez ici une image, c'est le fameux Tintin au Congo. Dans la première version, celle qui paraîtra en 1930-1931 dans un journal conservateur, Hergé modifiera ultérieurement un certain nombre de textes. Et donc on voit les images classiques, hein, Tintin qui dit au noir, allons au travail, moi je fatigue. Vous n'avez pas honte, laissez un chien faire tout le travail, allons tas de paresseux à l'ouvrage, allez-vous travailler, moi, mais moi va salir moi. Enfin, bon, on a cette volonté de montrer une image excessivement négative de cette population. En France, cependant, on a privilégié donc l'exposition universelle. Donc là, vous avez le plan de l'exposition universelle, de la fameuse exposition de 1931 à Paris, et puis à côté, une affiche d'une des premières expositions universelles à Marseille en 1906. De ce point de vue, l'exposition universelle marque un tournant. La stigmatisation raciale commence à s'effacer devant la promotion civilisatrice. Lors de l'exposition de Paris en 1931, qui s'étend sur 110 hectares, donc autour du parc de Daumesnil, et qui accueillera 8 millions de visiteurs venus faire le tour du monde en un jour, l'organisation de cette exposition est donnée à Lyautey, et c'est pas hasard, parce que Lyautey a justement cette image relativement plus positive, et Lyautey d'ailleurs s'opposera à ce que l'exposition n'utilise trop les os humains. Il y aura une volonté de ne pas aller dans ce sens, avec d'ailleurs ce que montre bien l'exposition du Quai Branly, c'est que derrière des scènes absolument scandaleuses dans le cadre de ces os humains, en fait une grande partie de ces hommes et ces femmes qui étaient présentés et utilisés étaient en réalité payés. Il y a toute une récupération, toute une mise en scène de gens qui en fait sont des indigènes mais qui jouent le jeu et qui sont rémunérés. Alors il y en a qui sont très maltraités, il y en a qui vont effectivement subir de véritables outrages, mais il y a aussi la plupart en fait étaient plutôt associés à ça en Europe mais aussi aux États-Unis, puisque le phénomène vient en grande partie au départ du modèle américain avec Barnum, etc., avec Buffalo Bill. Donc, dans l'introduction du catalogue, au catalogue, il écrit Paul Reynaud conforte. Oui, l'organisation est confiée, excusez-moi, à Lyautey, l'homme qui a pacifié donc l'Ouest algérien. Dans l'introduction au catalogue, Lyautey écrit que le monde a découvert la vraie signification de l'action coloniale. Et Paul Reynaud, donc, qui est ministre des colonies à ce moment-là, écrit, lui, « Nous avons trouvé en Afrique les razzias, l'esclavage, la famine, l'épidémie. Et par un effort admirable, nos médecins jugulent les épidémies qui étaient en voie d'effacer des populations entières de la surface d'un continent. Et vous verrez les photographies de ces classes claires où sont braqués vers le maître les petits visages émerveillés des écoliers noirs. Nous avons apporté la lumière dans les ténèbres, et je ne parle ni de la route, ni du rail, ni des zones irriguées. » Paul Reynaud donne évidemment une image extrêmement positive de cette colonisation. Alors, il y a aussi donc le lien entre l'Afrique et les arts. L'exotisme a toujours eu cours au XVIIe siècle avec les chinoiseries. La colonisation met les Européens en contact avec d'autres civilisations auxquelles ils n'accordent que peu de valeur dans un premier temps. Cependant, dès le XIXe siècle, c'est l'illustration que j'ai mise là, l'Algérie inspire Delacroix, qui peint après son voyage en 1832, femmes d'Alger dans leur appartement. Les étapes de la conquête inspirent des peintres, comme par exemple la prise de la Smala en 1845. Au début du XXe siècle, des artistes d'avant-garde s'enthousiasment pour l'art nègre. Alors, bon, j'ai mis l'affiche publicitaire là parce que j'aurais dû la mettre ailleurs, enfin bon. Mais on a également ici
Donc, bon, il est relativement connu, donc, mais cette inspiration chez Picasso, forme géométrique similaire, forme du visage épuré, etc. Donc, entre la femme de Picasso à gauche et puis ce masque venant du Congo français. Donc, au début du XXe siècle, les artistes d'avant-garde s'enthousiasment pour l'art nègre. Ils collectionnent les masques africains, donnent le statut d'objet d'art et pas seulement de décor exotique à un certain nombre d'objets. Ils revendiquent l'influence de cet art primitif pour bouleverser les conventions de l'art occidental, les courants modernes comme le fauvisme et le cubisme vers 1905-1907 ou le surréalisme dans l'entre-deux-guerres doivent beaucoup à ce qu'on appellera aujourd'hui les arts premiers. On va créer même, à la fin du XIXe siècle, à l'initiative du conservateur du musée du Luxembourg, on va créer une société des peintres orientalistes et la création à Abdel Tif, en Algérie, d'un centre pour artistes métropolitains sur le modèle de la Villa Médicis de Rome. Ce centre accueillera peintres et sculpteurs jusqu'en 1960. L'Afrique apparaît à la mode dans le milieu artistique de l'entre-deux-guerres. Une exposition est organisée en 1922 à Paris sur le thème « Le Maroc vu par les artistes européens ». En 1904, Kandinsky visite Tunis, mais c'est aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure, le rôle d'un certain nombre d'entreprises qui valorisent la colonisation et qui financent les voyages d'un certain nombre d'artistes. Et donc, par exemple, dans la Croisière Noire de Citroën, il y avait un certain nombre d'artistes qui accompagnaient l'expédition et qui ont ensuite relaté ce qu'ils ont vu lors de leur retour. Les peintres africanistes vont parcourir l'Afrique, souvent avec les colonisateurs, et contribuer à construire une vision folklorique des territoires et des populations, justifiant le projet colonial. Un autre secteur sera influencé par l'Afrique, c'est le cinéma. En 1921, un film de Jacques Feder adapte l'Atlantide de Pierre Benoît. Le film est tourné dans les Aurès. Jusqu'en 1926, on assiste à une vogue de films coloniales sous forme de mélodrames, comme par exemple La Maison du Maltais en 1926. À la demande du gouvernement, Jean Renoir tourne Le Bled en 1929. Citroën, on l'a vu, va utiliser la Croisière Noire pour faire un certain nombre de documentaires. Très vite, le mythe du légionnaire apparaît avec son képi blanc. Le plus prestigieux des films dans ce domaine restera Pépé le Moko avec Jean Gabin. La publicité, donc on revient à ce que j'avais ici un peu. Donc on a aussi l'influence sur les revues, la revue Nègre par exemple à Paris, et puis la publicité, bon, l'image classique de Banania, mais beaucoup d'entreprises vont utiliser soit des personnages, soit des scènes liées à l'Afrique pour mettre en valeur un certain nombre de productions coloniales, café, thé, etc. Alors, reste bien évidemment que cette colonisation suscite un certain nombre de résistances. Donc, troisième et dernier point, la résistance à la colonisation. Quel colonialisme, quel anticolonialisme en Europe? Les oppositions à l'expansion coloniale restent minoritaires à la fin du XIXe siècle, mais elles existent au nom de considérations morales ou économiques. Alors, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises le conflit qui, à la fin du XIXe siècle, enfin dans les années 1880, avait opposé Clémenceau à Ferry sur le thème de la colonisation. Clémenceau, répondant à Ferry sur l'histoire du droit et du devoir à coloniser, Clémenceau, donc en 1885, dit « Non, il n'y a pas de droit des nations dites supérieures contre les nations dites inférieures. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force, pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. » Donc de ce point de vue-là, Clémenceau est relativement en avance sur son temps dans la mise en cause du phénomène. Mais c'est surtout après la Première Guerre mondiale que les critiques se développent, avec des justifications de plusieurs sources. L'influence américaine, et notamment l'influence de Wilson, le président des États-Unis, au travers la déclaration des 14 points qui sert de base à la discussion du traité de Versailles, où l'on déclare que les peuples sont libres de disposer d'eux-mêmes, et évidemment, ça trouve un certain écho par rapport au phénomène de colonisation. L'anticolonialisme de la Troisième Internationale, qui a été mis en avant donc, par Lénine au travers de l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, et qui va devenir un élément important du discours communiste. Ça se traduira en France, le Parti communiste va être très anticolonial dans les années 20 et jusqu'au début des années 30,
et ça se traduit notamment par le soutien accordé au soulèvement du Rif, à la guerre du Rif, le soutien accordé au chef marocain Abdelkrim, et Jacques Doriot, qui est encore communiste à ce moment-là, déclare à l'Assemblée nationale « Je déclare au nom de mon parti que nous qui reconnaissons le droit d'insurrection aux ouvriers parisiens, nous reconnaissons aussi aux indigènes le droit de se dresser contre les colonisateurs. » Ça suscitera évidemment de violentes critiques, mais ça reste quand même assez minoritaire. Notez que le Parti communiste infléchira son attitude après 1935, sous l'impulsion du changement de stratégie de Moscou, de Staline, qui va aller vers les stratégies de Front populaire, qui va lever l'interdiction de s'associer au parti dit bourgeois. Et donc on verra à ce moment-là, en France par exemple, le Parti communiste avoir une attitude beaucoup plus modérée à l'égard de la question coloniale et mettre en avant la nécessaire union nationale. L'humanisme colonial réformateur, enfin, qui se développe, c'est un soutien à la colonisation, mais dans l'objectif d'humaniser, d'harmoniser, d'éviter les abus, de promouvoir et développer les colonies. Ces aspirations se retrouvent en France au sein d'un certain nombre de partis politiques, la SFIO, le Parti radical, la franc-maçonnerie, la Ligue des droits de l'homme, mais aussi les églises. Certains mouvements d'action catholique vont promouvoir justement une démarche humanitaire à l'égard des populations indigènes, y compris d'ailleurs en s'appuyant sur le clergé indigène. Et donc ça se traduit par la dénonciation d'un certain nombre d'excès. On a évoqué déjà André Gide, par exemple, au travers de deux ouvrages qui sont restés célèbres, Le voyage au Congo en 1927 et Retour du Tchad en 1928. Cette contestation s'exprimera lors de l'exposition universelle de 1931. Le Parti communiste et les surréalistes organiseront une contre-exposition, une exposition anti-impérialiste de juillet 31 à février 32. Le succès reste limité. Les surréalistes rédigent également un tract pour inciter les gens à ne pas visiter l'exposition coloniale. Le titre, c'est « Ne visitez pas l'exposition coloniale ». Et on peut lire « Tous ceux qui se refusent à être jamais les défenseurs des patries bourgeoises seront opposés à leur goût des fêtes et de l'exploitation, l'attitude de Lénine, qui le premier, au début du siècle, a reconnu dans les peuples coloniaux les alliés du prolétariat mondial ». On trouve parmi les signataires de ce tract André Breton, René Char, Louis Aragon et Paul Éluard. Alors, en même temps qu'il y a un certain nombre de réticences à la colonisation, eh bien, il y a aussi un écho qui se fait dans les colonies mêmes. Donc, les premières résistances dans les colonies et la naissance d'un début de nationalisme en Afrique. Alors, les premières résistances ont accompagné en fait la conquête. Les pouvoirs en place luttent en général contre les conquérants. Les résistants viennent souvent des religions traditionnelles. C'est le cas par exemple du culte Mumbo au Kenya. Ce culte se fonde sur un mythe, c'est assez intéressant parce que ça fait écho à un mythe en Amérique latine chez les peuples précolombiens, sur un mythe selon lequel un gigantesque serpent serait sorti en 1913 du lac Victoria et se serait adressé à un homme en ces termes. Le Quetzalcoatl, il y a une espèce de similitude entre les deux. « Je suis le dieu Mombo qui a deux demeures, l'une dans le soleil, l'autre dans le lac. Je t'ai choisi comme porte-parole, va dire aux Africains que je suis désormais leur dieu. » Ensuite, il promet à ceux qui croiront en lui richesse et opulence, tout en dénonçant l'occupation européenne. La religion chrétienne est pourrie, pourrie, pourrit également cette manière qu'elle a de faire porter des vêtements à ses adeptes. Tous les Européens sont vos ennemis, mais le temps est proche où ils disparaîtront de notre pays. L'islam a aussi été un facteur de résistance. Dans les années 1830, Abdelkader utilise le djihad, la guerre sainte, pour mobiliser contre l'occupation française. Face à cette domination, à une domination étrangère qui semblait impossible à remettre en cause, on attend éventuellement un miracle. Ainsi, les Peuls, en Guinée, au sein de la population donc, guinéenne, circule une prophétie annonçant la fin de la domination des Français, la venue du Mahdi, le dernier prophète successeur de Mahomet, dans des délais qui variaient de 50 à 100 ans. On a même d'ailleurs un calcul assez intéressant qui fixe à 1898, pour une durée de 60 ans, qui fixe la présence française en 1898, définitivement acquise, avec un projet de libération à 60 ans, et donc on arrive à 1958. Évidemment, le calcul est assez habile. En fait, lorsqu'il y eut des révoltes, elles furent le plus souvent signe de désespoir plutôt que d'espérance, dans la ligne du mot d'ordre de Samori. Alors Samori, on a vu tout à l'heure
sur une carte l'empire de Samori. Hein, c'est une histoire assez... on le voit ici, donc au-dessus du Gabon, au-dessus de la Côte d'Or. Et donc Samori, c'est un chef qui a constitué un empire énorme et qui s'est battu contre les Français et qui finalement est fait prisonnier et qui essaiera de se suicider avec un discours qu'on pourrait traduire de façon un peu triviale sur le thème plutôt la mort que le déshonneur. Bon, en fait, il ratera son suicide et il mourra de pneumonie. En fait, les docteurs de l'islam, toujours suspectés, dangereux, furent rarement des révolutionnaires. Le christianisme, pourtant religion du colonisateur, est aussi devenu parfois une source de contestation. Quand il est en concurrence avec l'islam, c'est en général l'islam qui l'emporte, non pas par une supériorité religieuse, mais tout simplement parce que l'islam est porté plutôt par des indigènes, plutôt par des populations locales, alors que le christianisme plutôt est ressenti comme venant de l'extérieur. Là où il n'est pas présent, le christianisme s'impose face aux religions traditionnelles. Cependant, les Africains se sentent mal à l'aise dans les églises des Blancs où ils retrouvent les discriminations colonialistes et ils vont trouver à ce problème une solution en créant des églises chrétiennes africaines. Le plus important de ces messianismes chrétiens, qui débouchent sur une forme de résistance à la colonisation, sera celui de Simon Kimbangu, martyr de la colonisation belge, qui sera à l'origine d'une sorte de secte et de mouvement nationaliste, le kimbanguisme. Mais là encore, on ne peut pas parler de véritable mouvement révolutionnaire. En fait, les résistances à la colonisation prennent souvent les formes de résistance passive, fuite devant la réquisition pour l'armée, travail forcé, refus d'implanter des cultures nouvelles. Trois obstacles ont retardé la diffusion de ces idées coloniales, de ces idées nationales. Des obstacles sociopolitiques propres aux Africains. En Afrique du Nord, on trouve toutes sortes de cadres sociaux, familles, clans, tribus, ethnies, etc. Et en Afrique noire, malgré l'existence de royaumes ou d'empires, on ne peut pas parler de nation. Donc il n'y a pas de cadre qui permette de véritablement fixer et d'organiser une résistance au moment où les Européens arrivent. Des obstacles politico-juridiques tenant aux colonisateurs. La liberté de la presse, de réunion, évidemment, est très contrôlée. Et la représentation des Africains est extrêmement limitée, même si elle est plus importante dans les colonies britanniques. Dans les colonies françaises, elle est vraiment très très réduite. Et un projet de loi comme le projet Bloom-Violette en Algérie en 1936 n'aboutit pas véritablement à créer les conditions d'une représentation importante. Et donc il est extrêmement difficile pour ces populations indigènes de s'organiser. Enfin, il y a des obstacles socio-culturels africains qui tiennent à un faible niveau de développement de la culture écrite, une importante ruralité qui fait qu'on a une population très dispersée et que donc il est très difficile de l'organiser et qui a beaucoup de particularismes locaux et à des moyens de communication qui sont très rares, y compris par exemple les postes de radio qui restent exceptionnels dans toute l'Afrique avant 1940-1944. Ceci dit, c'est les milieux urbains qui sont quand même les plus favorables à la mobilisation des foules, mais on ne les retrouve en fait qu'en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, et c'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard, c'est effectivement les deux pôles sur lesquels les résistances se sont organisées le plus rapidement. La colonisation favorise pourtant de nouvelles formes de contestation appuyées par les élites occidentalisées et acculturées, formées dans les universités occidentales et sensibles au discours anticolonialiste. Alors ça, c'est une image qui est bien connue, c'est-à-dire que les élites africaines, notamment, mais c'est vrai aussi pour l'Asie, ont été formées dans les grandes universités ou dans les grandes écoles européennes, et elles y ont pris, elles y ont découvert un certain nombre de thèmes sur les droits de l'homme, sur l'égalité, etc. La grande figure une des figures importantes étant Léopold Sédar Senghor, mais vous en parlerez sans doute beaucoup mieux que je le fais, qui forge le concept de négritude, exaltant la culture africaine et ses valeurs ancestrales. Dans les années 30, le nationalisme africain se caractérise, alors, sur le plan géographique, on a une sorte de dégradation du nord vers le sud, à partir d'un centre de gravité qui est l'Égypte. En fait, plus on a une ancienneté de peuplement, plus on a une urbanisation importante, une concentration de population, plus on a des manifestations indépendantistes qui se développent, alors qu'au contraire, l'Afrique centrale et australe est moins touchée, sauf l'Afrique du Sud, qui évidemment bénéficie d'une situation particulière, mais avec un phénomène de ségrégation qui est important. Sur le plan organique, les unités et les structurations sont inégales, il n'y a pas de parti de masse, on a des partis de cadres, comme l'ANC en Afrique du Sud, comme le Destour, avec quelques milliers d'adhérents notables de sociétés secrètes, le Kimbanguiste, des églises, chez les Kikuyu par exemple,
des associations, mais tout ça reste relativement limité. Certains courants créent une délégation d'ailleurs extérieure en métropole. Parfois le mouvement est créé en Europe, comme celui de Messali Hadj en Algérie, enfin venant d'Algérie, ou impulsé des États-Unis avec le pan-africanisme. L'incertitude du statut d'opposant, le rôle des personnalités, les clivages ethniques régionaux ou de génération ne donnent pas un aspect unitaire. Le discours se scinde en 1934. L'Algérie a plusieurs formes de nationalisme, la plus radicale étant celle de Messali Hadj, qui lui affirme réellement la revendication d'indépendance, avec notamment dans le programme politique indépendance totale de l'Algérie, retrait des troupes d'occupation, suffrage universel à tous les degrés, et remise en totalité à l'État algérien des banques, des mines, des chemins de fer, des forts et des services publics accaparés par les conquérants. La revendication n'est pas cependant l'indépendance, à l'exception des messalistes, qui sont les plus radicaux. On trouve des courants assimilateurs, comme on l'a déjà évoqué avec Diagne. La plupart de ces mouvements demandent des instances réelles de représentation dans les cercles de décision plutôt qu'une véritable indépendance. On demande un effort d'équipement, on demande la remise en cause du statut de l'indigénat, on demande une autonomie interne, mais pas nécessairement une véritable indépendance avant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer à la fois le cadre de la construction de cet empire colonial en Afrique, et puis de montrer un petit peu les relations entre les différentes communautés. Il y a les prémices de ce qui va se passer après la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, en 1939, on est encore dans un cadre d'une relative acceptation de la colonie, même si marginalement en Europe il y a des contestations, et même si en Afrique on commence à voir poindre de véritables revendications autonomistes, mais elles ne sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement là où elles sont le plus développées, sauf au nord, au Maghreb, et peut-être au sud, en Afrique australe. Voilà.